Ah, ça me fait quelque chose On de est revoir émus. ça. Mais oui, mais regarde, c'était à ta sortie de Secret Story, Julie. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations? Je pense que c'est pas si mal que ça. Moi, je suis quelqu'un de tendre, c'est vrai. Je suis quelqu'un Il y avait Charles qui t'avait largué devant la France entière. Après, le discours est bon, hein, dans le sens où je pense que je tiendrai le même discours. Mais tu vois, en fait, j'étais tellement pas à l'aise avec mon image, ma tête, en fait. Je mettais ma mèche comme ça et tout. Enfin, Ah, c'est pour ça que tu cachais comme ça, tu mettais... Ouais. si sauvage que ça. Et regarde comment j'étais habillée. Pas un cœur de pierre. On dirait que je sortais d'une boîte gay. là, tu sortais d'un after et t'étais venu me voir, quoi. T'étais en retard et tout. Oh Et regarde, là moi là. aussi, talon de 15, comme si on était au festival de Cannes. Enfin, Que de bons souvenirs, Julie Ouais, Robert. c'est fou. Et quel plaisir de te revoir en interview en toute intimité. Après Secret Story, Friends Trip, les vacances des anges, pardon. Ta vie a radicalement changé. Tu Ouais. attends un petit bébé. Tu es enceinte de 6 mois. C'est C'est ça. ça. Et on va pouvoir se confier en toute intimité. Je me souviens, ton secret, c'était lié aux animaux. ouais. J'ai grandi parmi les animaux sauvages. C'était un vrai L'intitulé. secret ou ça avait été amplifié? Non, c'était un vrai secret. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a casté pour Secret, qui était un casting absolument fou, parce qu'en fait, on m'a appelé alors que j'étais au fin fond de la Corse, mais c'est une fille avec qui j'ai discuté une soirée, qui avait un ami qui était casteur, qui lui a dit, mais il faut que tu l'appelles, elle est déjantée et tout. J'avais dit non, après j'avais dit oui, enfin bref, peu importe, tout ça pour dire que ça a failli pas se faire parce qu'on ne trouvait pas... Enfin, je leur disais, mais j'ai pas de secret, ils te demandent, est-ce que tu as couché avec quelqu'un, est-ce que... Tu vois, ils cherchent quand même quelque chose, et après ils te demandent si t'es en couple, enfin, soit ils cherchent à créer quelque chose à partir d'une petite base, soit il y a un vrai truc qui est là présent. Et moi, tout me paraissait tellement naturel dans ma vie que j'ai dit, bah non, j'ai rien à cacher, j'ai pas de Non, secret, j'ai ça, je juste comprends grandi pas. avec 2-3 ours, un Et du coup, on léopard. a repris à la base. T'es né où? Comment ça s'est passé? Et c'est à partir de là qu'ils m'ont dit, mais ok, mais en fait, non, ça c'est un secret, c'est un truc de fou, je crois que tu te rends pas compte. Et je me rendais pas compte avant que ça devienne un secret de Secret Story, tu vois. Regarde cette photo extraite de ta promo de Secret Story. Donc, c'est toi. Cette photo, tu l'as vue de partout avec le fameux doigt sur Ouais. la bouche. Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu décrirais ton évolution de cette photo à aujourd'hui? Plus d'affranchi, en fait, parce que le temps passe et que tu grandis émotionnellement, tu grandis moralement, mentalement. Tu t'affranchis aussi dans les choses qui te touchent et les choses que tu portes. Parce que quand tu fais de la télé et que tu as des messages à passer, je pense que moi, je suis arrivée dans Secret, j'avais 19 ou 20 ans. Mine de rien, on s'affranchit pas pareil des messages qui nous touchent qu'aujourd'hui. Donc, je dirais un peu plus enfantine, tu vois, mais finalement pas si différente. Bon, un gros changement capillaire, effectivement, mais sinon pas si différente. Bah oui. Comment tu le jugerais, ton changement physique? On le voit, on le constate sur tes réseaux sociaux. Tu as coupé les cheveux, la coupe est beaucoup plus floue, le style vestimentaire est plus affirmé, beaucoup plus femme. Bah voilà, il y a un truc où en fait tu commences à connaître ton corps suffisamment, à l'accepter sur plein de facettes et à kiffer l'habiller. Et quand j'ai commencé la télé, si tu veux, je kiffais déjà m'habiller, mais j'étais encore trop dans... comment dire? Voilà, j'étais encore trop dans répondre au truc idéal de la petite brune aux yeux bleus, les longs cheveux bruns, etc. Et puis peut-être qu'à l'époque ça me faisait kiffer, aujourd'hui beaucoup moins, mais voilà. T'as des nouvelles des anciens? Charles, on le disait, qui t'avait largué devant la France entière. Tu te souviens, ça c'était quelque chose. Barbara Hobsbawm, Laura Lampica. Alors, Charles, qui m'a largué devant la France entière, on n'était pas vraiment ensemble, donc même lui, je pense qu'il pourra te dire que voilà, mais on a essayé de se revoir après tout ça, on a essayé, mais ça n'a absolument pas collé. Mais je suis pas du tout, je suis passée complètement à autre chose, hein, même dans les souvenirs, c'est-à-dire que je peux même plus te citer des trucs qui me plaisaient chez lui ou non. Je veux dire, on est complètement passé à autre chose. Et puis après, il est sorti avec Barbara. Je pense que ça a mis un pied final dans... Ça a écrasé, si tu veux, la relation que j'avais avec Barbara dans l'émission. Et Laura, à la base, elle était la chambre du bas. Je sais pas si tu te souviens, mais dans Secret Story, il y avait la chambre du haut, il y avait C'est vrai. Macao, Barbara, moi, Charles, etc. Et nous, on était en haut parce que c'était la plus grande chambre. On n'a pas créé... Et il s'était créé en bas, hein, une vraie équipe, une vraie sororité presque, tu vois. Donc non, en fait, pas du tout trop de nouvelles de Laura. Je vois qu'elle évolue bien. Je suis très contente pour elle.
Maman aussi. Elle a eu un petit bébé. Maman aussi, Aussi, Barbara Coco la aussi Lodina. enceinte, assez fou. Ouais. Mais oui, Vrai, c'est vrai, dis donc, votre c'est le vrai- promotion, c'est Le carnet rose. Secret Maman. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler, Julie, d'une incroyable reconversion ou pas? Moi, j'ai découvert que tu étais une artiste. Alors, je le savais, je le sentais, parce que tu as toujours eu cette âme, tu as une voix d'artiste, tu as une aura d'artiste. Tu vois, depuis Secret Story, il y a quelque chose. Mais quand je suis allé en préparant cette interview sur ton compte Instagram et que je vois les merveilles que tu fais de tes 10 doigts, j'ai scotché. Alors, bah merci, ça me touche, c'est gentil. Reconversion, pas vraiment, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est toujours pas mon métier, si tu veux, d'être artiste. Artiste peintre? Après, c'est artiste peintre. Après, c'est tellement flou que qu'est-ce qu'aujourd'hui est le métier d'artiste, tu vois? On peut se poser la question. Mais reconversion, je comprends dans le sens où j'affiche les choses que je fais et les tableaux se vendent sans que. Enfin, c'est. En fait, si tu veux, pendant des années, après Secret Story, après les agences dans lesquelles tu signes après rapidement en tant que candidat de télé-réalité, j'ai créé une entreprise parce que j'avais l'impression qu'il y avait une niche, si tu veux, dans ces agences-là qui me manquait terriblement. Il me manquait quelque chose, c'était que ces agences, elles promettent du business aux gens, mais elles ne promettent pas un management d'image. En tout cas, à l'époque, il y a 4 ans, il n'y avait pas de management d'image. C'est-à-dire qu'on ne proposait pas aux gens de gérer, parce que pour beaucoup, il y en a qui ont des talents à promouvoir ou plusieurs choses à promouvoir, et des envies professionnelles aussi, hein, beaucoup font ça. Et beaucoup de candidats télé-réalité étaient considérés un peu comme illettrés parce qu'ils faisaient des fautes, parce que les textes étaient mal écrits, les photos n'étaient pas retouchées. Donc pendant longtemps chez Shona Evans, donc je créais en parallèle ma boîte, je faisais ça en fait. J'aidais les gens à retoucher leurs photos, j'organisais des shootings qui étaient faits par Clara Morgan qui avait une boîte de production photo. Je faisais le stylisme, j'écrivais des textes, c'est-à-dire que je recevais des messages à 23h. Demain c'est le mariage d'une amie, je sais pas quoi écrire. C'était vraiment. Après, ça devenait clairement de l'appartenance, tu vois. Donc je me mettais dans la peau de ces gens-là en disant. Et j'écrivais des poèmes. Et, euh, et donc ça a toujours été un peu. J'ai toujours été un peu la personne de l'ombre dans le sens où artistiquement je gérais déjà des choses. Je suis devenue directrice artistique puisque après la boîte a pris une autre mesure. J'ai commencé à faire des contrats toute seule. J'ai quitté Shona Evans. Tu t'es occupée de quelle personnalité? Il y en a eu, bon, ça changeait. En fait, on faisait par trimestre. Le but étant de les former à apprendre à retoucher leurs photos. À l'époque où, tu sais, les presets Lightroom, c'était pas à vendre, tu vois, mais moi, je leur apprenais. Tout le monde est plus ou moins passé. Hein. C'est-à-dire Enfin, tout le monde? il y en a eu Sabrina. Ouais. On a eu Sabrina, on a eu Ilona à un moment donné, mais sur la fin, c'est-à-dire au moment où ça se passait plus très bien avec Shona Evans, mais on a quand même eu Ilona. On a eu Maeva, Genam, Paga, Carla, pardon, excusez-moi. On n'a pas eu Manon, mais on a eu par contre son chéri, Julien. Enfin, tous, par exemple, pour des campagnes publicitaires, je sais pas moi, pour des boissons ou quoi que ce soit, j'écrivais un déroulé et j'allais filmer, enfin, j'avais une équipe avec moi et je permettais de faire, si tu veux, les vidéos ou le contenu qui allait être produit. Donc en fait, on a touché quasiment tout le monde, tu vois. Et tes tableaux, parce que tu me disais qu'ils Et se pour en vendaient. revenir à ça, Bah oui, parce qu'au final, je C'est comprends vrai. mieux que cette casquette de direction artistique qu'on retrouve dans cette fibre que tu avais certainement depuis longtemps. Tu les vends, ils se vendent combien? ils se vendent entre 800 et quelques milliers d'euros, tu vois. Ah, quand même! Ça dépend. Ben, ça dépend tellement du client, ça dépend de la demande. Et en fait, ça s'est pas du tout fait. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté d'être dans l'ombre, c'est-à-dire qu'à un moment donné où j'avais besoin de m'exprimer moi-même et de faire les choses pour moi, de m'affranchir encore une fois, mais en tant qu'artiste. Et c'est grâce à une personne qui a beaucoup compté dans ma vie qui m'a posé ma première toile devant la maison, devant la porte en disant maintenant vas-y fais-le et affiche-le. Parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint et ça tous mes proches et même mes maîtresses d'école je pense pourront te le dire. Et j'ai décidé de le faire pour moi-même. Et donc là c'est un changement radical où tu décides ok donc je vais gagner beaucoup moins d'argent et je vais essayer d'apprendre à me faire confiance. Parce que je pense que tu ressens ça toi aussi certaines fois. C'est un truc légitime de est-ce que ce que je fais c'est suffisamment bien pour le montrer? Est-ce que ce truc qui est hyper intime finalement, qui est un peu ce trésor caché en moi que j'expérimente depuis toujours et qui a franchi chaque étape de ma vie, est-ce que l'afficher comme ça va être... est-ce que je vais bien le vivre? Est-ce que je vais mal le vivre? Et ça, je pense que tout artiste s'y confronte à un moment donné, artiste ou autre, hein, quelqu'un qui sort un projet, quelqu'un qui... Voilà. À partir du moment où ça touche tellement les tripes, et puis tu sais pas si vraiment...
Parce que tu sais, en art, il y a des courants artistiques, surtout en peinture. Enfin, surtout en peinture. Beaucoup en peinture qui sont visibles, on les apprend un petit peu en art plastique au collège, mais il y a des courants d'art, tu vois, il y a des périodes. Et moi, je fais un art qui ne correspond pas du tout à la période artistique. Donc je me suis dit, mais à quoi ça sert de montrer, ça va pas marcher. Et en fait, c'est beaucoup de connaissances qui m'en prennent, c'est-à-dire que quand j'en fais un, on me dit, oh, il me plaît, je te le prends, et il part, quoi. Et j'ai pas de stock, j'ai pas de, j'ai pas de, je m'impose pas de règles, tu vois, par contre, j'aimerais faire plus, aller plus loin. Donc je mets des projets en place pour l'aventure. Il y a des gens qui me suivent, donc c'est très cool. Ça prendra le temps qu'il faudra parce que j'estime que il faut vraiment être patient pour construire quelque chose de vrai et de sincère. Donc voilà, Et pour puis, l'aventure. Et puis il y a le détachement du matériel aussi, qui est aux antipodes quelque part du monde de la télé-réalité. Moi, je suis tombé sur ce post sur ton compte Instagram qui dit on devrait se dépouiller de tout, presque tout, se suffire d'une valise, d'un manteau. On devrait s'alléger chaque jour de tous nos poids accumulés, mauvaise mémoire, faux amis, bibelots inutiles, vestiges des vies éculées, d'espoir anéanti, encore si blessants. Alors, il faut savoir que je publie beaucoup de textes qui me touchent particulièrement, mais j'essaye surtout de... euh, parce que quand on quitte l'école et quand on quitte la branche littéraire qui nous est imposée à l'école, si on n'y est pas forcément sensible, on oublie. On oublie C'est les vrai. textes qui décrivent encore aujourd'hui tellement bien les mots de l'être humain, Mot MAUX. mots MAUX. Donc, j'essaye sur Instagram de republier les textes qui me font du bien et qui sont pour moi sacrés, qu'on ne doit pas oublier. Et ça dans tous les domaines, hein. Après, moi, je suis pas une scientifique, je suis une littéraire clairement, donc voilà. Et ce texte, il représente totalement mon état d'esprit depuis des années. Déjà, j'ai jamais grandi dans le luxe, loin de là. J'ai jamais grandi dans le besoin d'acquérir matériellement des choses. C'est-à-dire que quand j'ai de l'argent, m'acheter un Chanel, ça ne me fait pas, pardon pour l'expression, mais ça me fait pas bander. Par contre, je vais voyager ou j'ai beaucoup voyagé quand je faisais la TRT parce que les moyens et la disponibilité en termes d'horaire de vie, si tu veux, me le permettaient. Et, euh, et on n'a pas besoin en fait de tout ça. On n'a pas besoin d'armoires remplies, on n'a pas besoin. Je considère en tout cas qu'on n'a pas besoin. Et pourtant, je vais avoir un enfant, tu vois. J'aime avoir des choses comme tout le monde. Et je pense que ça, malheureusement, tant qu'on ne reviendra pas à l'âge de pierre, on sera toujours comme ça. Mais par exemple, j'ai pas besoin d'aller dans tous les magasins du monde pour m'acheter la dernière tendance. Et puis il y a tellement de fringues, je pense à la seconde main, mais parce que c'est magnifique. En fait, il y a tellement de fringues, il y a des fringues pour l'univers entier qui sont déjà là, en fait. Et qui, de toute façon, vu que les tendances ne sont que récessives et s'en vont et reviennent, comme dirait Clo-Clo, euh, on n'a pas besoin vraiment de tout ça. Et quand il y a une phrase très belle qui dit on n'a pas besoin des faux amis et de la mauvaise mémoire, c'est que, et j'en ai fait l'expérience socialement depuis que je suis enceinte récemment, les faux amis, c'est des gens, c'est pas des mauvaises personnes. C'est-à-dire qu'on a tendance à direct, tu sais, quand tu te sépares de quelqu'un, oui, mais il était pervers narcissique, qui est devenu un terme hyper répandu, tout le monde est pervers narcissique, lui c'était un traître, elle c'était une connasse, bref. Aujourd'hui, les gens dont on se sépare, c'est juste des gens n'avancent plus avec vous dans le même wagon, qui sont plus dans le même wagon que vous, qui ne comprennent pas ou qui ne comprennent plus votre état d'esprit. Et malheureusement, du coup, il faut se séparer de ces gens-là parce que euh, bah, c'est néfaste pour toi, c'est néfaste pour l'autre personne, et le décalage est trop grand, Mhm. tu vois. Et on y passe tous, hein, de toute façon, enfin, les parents le diront en général, voilà, on passe par un moment où tu perds des amis, tu comptes tes amis sur les doigts d'une main, mais en fait, c'est pas tes amis que tu comptes sur les doigts d'une main, c'est toutes les personnes qui font que y a une compréhension, il y a un échange, il y a un truc qui... Voilà, c'est-à-dire que demain, moi, je suis fan, je sais pas, c'est un exemple tout con, mais je suis fan de gruyère. Si mes amis demain détestent le gruyère, quand bien même on a grandi ensemble, ça ne marchera pas. C'est con, hein, mais c'est ça. Donc il faut avancer avec les gens qui aiment le gruyère et qui comprendront que tu aimes le gruyère. Voilà. Tout comme la chirurgie ou les modifications physiques, tu as dit il y a quelque temps que tu adorais l'imperfection et que par conséquent tu ne comptais pas faire de chirurgie esthétique. Tu as dit bon nombre de candidats qui ont fait de la chirurgie dans la télé-réalité auraient simplement pu avoir des résultats en 3 mois de sport. Qu'est-ce que tu aimes dans l'imperfection? Bah déjà, si tu vois un peu mes peintures, tu sais que je suis passionnée par les visages. Oui, obsessionné Je suis par les visibles. obsessionnée par les visages, c'est-à-dire que tous les visages m'intéressent. Après, moi, j'ai toujours été passionnée de cinéma, de production d'images, etc. J'en écris beaucoup, j'écris en pensant des visages, et je ne dessine que des visages parce que je suis un peu matrixée par ça. L'imperfection, déjà, enfin, ce qu'on considère comme une imperfection, c'est ce qui ne ressemble pas à la tendance actuelle. J'en reviens à ça, mais c'est ça. À l'époque, on pouvait appeler ça
les canons de beauté. En art, ça s'exprimait beaucoup avec l'académie, c'est-à-dire que c'était un petit groupe de personnes qui décidaient que ça c'était beau et que ça ne l'était pas. Et aujourd'hui, l'académie, il se représente par la mode, il se manifeste par la mode et par plein d'autres, les réseaux, beaucoup. Et l'imperfection, pour moi, c'est tout ce qui fait que tu es toi. Par contre, j'admets que des gens ont des complexes et qui veulent les changer, ça c'est un autre sujet. Ça c'est toi avec toi-même, c'est-à-dire que le soir tu t'endors en te disant « je me sens pas bien ». Par contre, si tu t'endors en te disant « ils font que se moquer de mon nez, mais t'avais jamais eu de problème avec ton nez avant », là, il est là le problème. C'est que c'est une imperfection qui t'est créée, qui n'existe pas réellement. Et 3 mois de sport dans le sens où je pense qu'il y a une vraie flemmardise, dans le sens, et j'assume complètement ce que je veux dire, mais il y a une vraie flemmardise. Un corps, c'est un tas de muscles, un tas de molécules qu'il faut entretenir. C'est-à-dire qu'il faut bien le nourrir, faire attention à ce qu'on ingère. Il faut bien le nourrir, il faut profiter, il faut vivre. Et il ne faut pas le modifier dès qu'il ne ressemble pas à ce que tu veux, parce que peut-être que pendant 6 mois, tu as fait un peu n'importe quoi. Et parce que lui, il répond qu'à de la chimie, si tu veux, c'est scientifique. Donc il faut en prendre soin. Et c'est ce soin-là que tu vas accorder à ton corps qui va faire qu'il sera dans la durée plus joli, plus harmonieux, plus, tu vois ce que je veux dire ? Plus naturel. Et concernant ta grossesse, Oui. alors quand je l'ai découvert, je t'avoue que je me suis posé plein de questions, comme beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux parce que j'ai vu vos questions C'est vrai. passer. Je me suis dit, mais attends, mais elle affiche pas d'homme. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un homme, tu peux très bien le cacher. Mais j'ai pas la connaissance qu'elle soit en couple, Julie. En plus, je me souvenais que tu avais eu des relations avec des femmes, dont certaines étaient connues. Peut-être qu'on en parlera, je sais pas. Est-ce qu'elle a fait un bébé toute seule ? Alors, on m'a beaucoup posé cette question, que je comprends, hein, parce que du coup, c'est vrai que c'était un peu flou, les gens savaient que j'étais bisexuelle. Bisexuelle, c'est mettre un mot sur le fait que de toute façon, j'ai pas de barrière, on va dire, physique quand je peux avoir une relation. Donc la question s'est beaucoup posée. Non, je n'ai pas fait un enfant toute seule, j'ai fait l'amour, et j'ai eu cet enfant avec un homme qui fait toujours partie de ma vie, qui est le papa, avec qui je suis aujourd'hui en couple. J'ai pas été en couple avec un homme depuis longtemps. Depuis combien de temps ? Depuis 3 ou 4 ans. Disons que j'ai eu des relations avec des hommes, mais j'ai pas eu un couple sérieux comme ça. Par contre, j'ai expérimenté beaucoup le couple avec une femme, avec des femmes, des relations beaucoup plus sérieuses, jusqu'à aujourd'hui. Et encore une fois, c'est con ce que je vais dire, mais tu ne maîtrises pas ce que tu peux ressentir pour une personne, ce qu'elle peut te faire, si elle te fait frissonner, si elle te fait vibrer. Donc aujourd'hui, je suis avec un homme. Avant, j'étais avec des femmes. Mais cet enfant n'est pas un enfant fait toute seule. J'aurais pu peut-être, faire appel à des solutions comme la PMA, etc. Si j'étais avec une femme et qu'on voulait un enfant, bien sûr, mais c'est pas le cas. Comment tu l'as rencontré ? Pourquoi tu l'affiches pas ? Je suis désolée, je suis un peu curieux. Non, je comprends. Je l'affiche pas parce que c'est une des rares personnes que je connais dans ce monde qui n'a absolument aucune idée, mais absolument aucune idée de comment fonctionnent les réseaux, de comment on les expérimente. Et il est ancré dans une réalité qui manque cruellement, tu vois. Et que moi, j'ai besoin aussi, quand je rentre chez moi, c'est d'être dans cette réalité qui est simplement la vie, tu vois. Et donc, voilà, il n'est pas du tout attiré, il n'est pas du tout... il est pas là-dedans, tu vois, et ça l'excite pas. Donc, je vais pas l'afficher. En revanche, je le cache pas, ça veut dire que demain on nous croise, je le cacherai pas, tu vois, c'est le père de mon enfant, j'en suis très... Vas-y, mets-toi sous un t-shirt. Et puis c'est difficile de le mettre sous un t-shirt, il fait quasiment 2 mètres, donc tu Ah vois, oui. un grand ours, donc je suis très fière de la personne avec qui je suis, donc il n'y a aucun souci, mais difficile d'afficher quelqu'un qui... Enfin, afficher, ça veut dire quoi, tu vois, mes proches le connaissent, mes amis le connaissent, voilà. En fait. Il connaissait ton passé télé, il connaissait ton Bien sûr. passé aussi amoureux avec les femmes ? Ah oui, il connaît mon passé amoureux avec les femmes, mais c'est encore, tu vois, c'est pas quelque chose auquel il est fermé, parce que tu vois, même les réseaux et tout, il comprend ce que je fais, mais il a jamais expérimenté ça. C'est-à-dire que lui, sa sexualité, il s'est jamais posé de questions. Il savait depuis toujours qu'il était attiré par les femmes et point barre. C'est marrant, mais tu vas me dire si je me trompe, en tout cas ton avis m'intéresse sur la question, mais j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus libres dans la globalité à être attirées par un corps féminin ou avoir une expérience avec une femme. Un homme va tout de suite mettre des barrières, tu sais, très viriles. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu as un avis sur cette question ? Sur le pourquoi du Oui, comment ? j'ai un avis sur cette question dans le sens où je pense que les homosexuels, et je parle donc 2 hommes qui s'aiment,
ou qui sexuellement couchent ensemble, ça a toujours été affiché comme, euh, comme des parias, c'est comme la peste, tu vois, c'est une maladie. Ça a été affiché comme ça pendant longtemps. Et aujourd'hui, un homme, et moi en plus, je suis corse, j'habite en Corse et mon mari est corse, donc, enfin mon chéri est corse, donc si tu veux, euh, c'est pas du tout dans la culture générale. Ça l'est pas du tout. Ça l'était chez les Grecs et les Romains, parce que les femmes n'étaient finalement que des, euh, des procréatrices, mais les hommes couchaient entre eux, les hommes s'aimaient, les hommes à plusieurs, à deux. Et les femmes, par contre, ça a toujours été fantasmagorique. C'est-à-dire que deux femmes ensemble, ou plus, hein, pas de limite, euh, deux femmes ensemble, ça a toujours été fantasmagorique dans les films, dans les œuvres d'art, dans la littérature. Parce que le corps d'une femme a toujours été vu comme le plus beau corps, un corps qui est sensuel, qui est doux, qui est attirant. Donc si tu veux, l'esprit, il n'est pas le même. Dans l'esprit d'un homme, deux femmes qui couchent ensemble, c'est excitant. Deux hommes qui couchent ensemble, c'est ah, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est strictement la même chose, hein, clairement. Et toi, quelle différence tu vois entre le corps masculin et le corps féminin? Alors, sexuellement parlant, j'ai aucun tabou, hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout. Je pense que ce n'est pas du tout la même expérimentation. Déjà, de fait qu'il y ait une pénétration et rarement de l'autre côté. Euh, c'est différent dans le toucher, c'est pas du tout la même sensation. Après, comme tout à chacun, il y a des gens avec qui ça match, il y a des gens avec qui ça matche pas. Donc voilà. Et puis, quand tu es une femme et que tu fais l'amour avec une femme, tu as l'impression d'avoir une certaine connaissance du corps d'une femme puisque tu es une femme. Ce qui n'est pas vrai, parce que toutes les femmes sont différentes, elles n'ont pas du tout les mêmes. Voilà. T'as toujours été épanouie dans tes relations avec les femmes ces dernières années? Ah non, non, non. J'ai trouvé plus dur les relations avec les femmes que les relations avec les hommes que Ah j'ai eues. bon? Oui. Pour quelle raison? Plus fourbe, plus vicieux, plus complexe. Tu vois, quand on est ado ou quand on a des relations jeunes avec des hommes, on a l'impression que voilà, il faut le fliquer. On a l'impression qu'on est dans un truc hyper complexe, alors qu'en fait, parfois avec les hommes, c'est plus naturel. Ça vient plus facilement. Alors, une femme, parce que le cerveau d'une femme, je considère qu'il réfléchit pas comme celui d'un homme. Dans le sens où ça n'a rien à voir avec une histoire de supériorité, pas du tout. Mais on n'a pas le même système limbique, si tu veux, qui fait qu'une question, on va la traiter pareil. Et les femmes vont avoir tendance à être plus cachotières, plus... Tu vois? Un homme, il est un peu plus brut dans le sens où... Tu vois, un homme qui ment, c'est cliché ce que je dis, mais c'est pour que tout le monde me comprenne. Un homme qui ment, c'est plus facile à cramer parce que bah, ils sont un peu plus bruts dans leurs réactions, ils sont un peu plus, comment on peut dire, sincères, honnêtes, malgré eux, tu vois. Alors que les femmes, on est plus dans la cachotterie, on est dans une subtilité autre. Donc j'ai trouvé Personnellement, j'ai expérimenté les relations avec des femmes, plusieurs, et plus complexes, quoi. Il y a une relation avec une femme ou plusieurs qui t'a marqué ces derniers temps? Alors une, c'était parce que malheureusement, l'environnement social, sans dire familial ou amical, peu importe, l'environnement social ne nous permettait pas d'être euh, au grand jour. Et la deuxième, c'est parce que c'était une personne connue. Et c'est une personne qui était en train d'aboutir des projets. En fait, c'est une personne qui est revendiquée lesbienne sur les réseaux, donc il n'y a aucun souci. Mais on ne pouvait pas s'afficher toutes les deux parce qu'il y avait des trucs en cours, etc. Et c'est une personne qui m'a trompée pendant des mois et des mois. Et j'ai compris qu'en fait, on était cachés aussi pour ça. Elle m'a trompée pendant des mois et des mois avec une autre personne connue. En fait, c'était un schmilblick sans fin. Et personne n'était au courant. C'est ça dont je te parle avec les femmes. C'est plus... Mais ça arrive aussi dans les couples hétéros, hein. Oui, ça arrive dans les couples hétéros complètement. Mais la réflexion n'est pas la même. Je peux te demander qui est cette personne? Jessie, oui. Il y avait eu des rumeurs il y a quelques années. Oui, il y a eu des rumeurs qu'on a fait taire assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas du tout vivre la relation au grand jour. C'était une très belle relation que je regrette pas du tout et je lui souhaite tout le bonheur du monde, aujourd'hui encore. Parce qu'elle est en couple avec Fanny. Ouais, même si c'est difficile pour elle, euh, pour les raisons que je connais et que certaines personnes ont compris. C'était une relation hyper frustrante parce que c'était une très belle relation mais que tu pouvais pas vivre en fait. Et elle-même, elle n'arrivait pas à vivre son truc à fond. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Ah, ça a duré quelques mois, je ne saurais pas te dire exactement parce que c'était les montagnes russes. C'est-à-dire? C'était les montagnes russes, c'était non, oui. C'était j'ai plus de nouvelles et puis elle débarque dans un restaurant où je suis là et c'est la plus grande surprise de ma vie. On court sous la pluie en se disant je t'aime et puis après on se parle plus du tout. C'était un peu comme ça.
parce qu'elle, elle n'était pas encore, et c'est très important ce mot-là, mais elle n'était pas affranchie, tu vois. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a un step-up, et je le souhaite vraiment pour elle et Fanny, que je connais très bien aussi Fanny, personnellement, dans son ancienne relation. Je leur souhaite d'être épanouies toutes les deux. T'étais amoureuse? Il y avait des sentiments, tu vois. Il y avait vraiment des sentiments. Amoureuse, je pense pas, mais il y avait vraiment des sentiments. C'est tabou dans la télé-réalité d'être bisexuelle, d'être lesbienne C'est assumée? sexy. C'est pas tabou, c'est sexy. Ah oui, t'es bisexuel, hein, c'est sexy. Mais par contre, dans la télé-réalité, il y a des discours du genre oui, tu te tapes des femmes, mais c'est parce que t'as pas rencontré encore l'homme qui, tu vois. Hmm. C'est genre Comment on pourrait qualifier oui, ce tu genre de t'amuses. réflexion? C'est l'ignorance, déjà. Clairement, c'est de l'ignorance sur qu'est-ce que la sexualité aujourd'hui et qu'est-ce que l'épanouissement personnel, déjà. Et je dirais pas que c'est homophobe parce qu'il y a une certaine forme d'incompréhension. Hein, c'est juste sexy de femmes qui couchent ensemble. C'est, ouais, elles s'amusent, elles sont, voilà. Mais par contre, celles dans la télé qui s'assument aujourd'hui et qui le revendiquent, euh, c'est, euh, c'est acté et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Parce que c'est pas que c'est tabou, mais voilà, ça reste le truc un peu sexy, un peu genre on veut savoir, mais on n'y croit pas trop non plus, tu vois. Enfin, Tu œuvres aussi beaucoup en faveur de la procréation médicalement assistée. ouais, la PMA, ouais. Ouais, tu fais partie d'associations, je crois. En tout cas, tu défiles avec des J'essaye pancartes. disons que j'essaye un maximum de contrer la manif pour tous. Ben, pourquoi ça te tient tant à cœur? Parce que tu comprends mieux pourquoi aussi j'ai cru que tu avais fait un bébé toute seule, parce Oui, que je te oui, voyais beaucoup sur bien tes sûr. réseaux avec PMA pour toutes, affiché, revendiqué. Je voulais savoir pourquoi. Alors, on va parler plus généralement parce que très peu de personnes, et je pense que les personnes qui nous regardent ne le savent pas forcément, la loi bioéthique, qui est la loi qui englobe tout, c'est la loi qui permet de révolutionner ou d'attester ou de créer des procédés techniques pour la procréation. Donc parmi ça, on a la modification génétique, on a les différents articles de la PMA, la reconnaissance, enfin, la loi bioéthique, une grosse loi qui va traiter justement de tous les sujets de la procréation médicalement assistée. La PMA aujourd'hui, ce que moi je revendique parmi plus d'une trentaine d'articles qui font partie de la loi PMA, c'est de permettre d'accéder aux femmes seules, aux personnes qui souhaitent avoir un enfant qui ne peuvent pas le faire, parce qu'il y a aussi ça, les gens ne pensent pas que ce n'est pas que une histoire LGBTQ+, tu vois, c'est une histoire générale de personnes qui sont aimantes et qui veulent avoir un enfant. Ça ne va pas plus loin que ça pour moi dans ma tête. Après, évidemment, étant bisexuelle et expérimentant plusieurs fois la relation via des amis ou des connaissances ou juste personnellement, et puis juste par mon parcours personnel, j'ai des parents hétéros, ça n'a pas fait d'eux des meilleurs parents. C'est pas ça qui a fait que c'était des meilleurs parents, tu vois. C'est pas ça qui a fait que mon père n'est pas parti. C'est pas ça. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas de, c'est pas ce qu'on a entre les jambes qui va déterminer si tu es un bon ou un mauvais parent. Donc voilà. Et la PMA, elle est très polémiquée, elle est mélangée en fait avec des articles qui parlent de la modification génétique, où on pourrait à l'avenir décider d'avoir un enfant parfait. Je grossis les traits, mais parce C'est-à-dire, que je veux des yeux bleus, je veux des cheveux bruns. ça, ça c'est dans ça, je pense que ça n'arrivera pas. Mais ça commence par je fais en sorte que mon enfant n'ait aucune malformation physique ou, comment on peut dire, à l'intérieur, biologiquement parlant, enfin physique, intérieur, extérieur, quoi. Donc, c'est des questions compliquées qui se posent parce que ça serait intervenir sur quelque chose de naturel, etc. Mais là, on parle de modification génétique. La PMA, c'est pas intervenir dans quelque chose de naturel. C'est permettre à quelque chose de naturel d'être offert à toutes les personnes qui ne peuvent pas y avoir accès. Voilà. Donc, c'est une réflexion différente. Et c'est mélangé. Donc, le discours est très banalisé. Et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on avait eu des pré-votes en faveur de la PMA, qui ont été finalement complètement balayés, et ça prive des milliers de foyers d'un enfant, en fait. Et aujourd'hui, l'adoption est tellement compliquée, très 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 compliquée. Je ne comprends pas à l'heure actuelle comment c'est si compliqué, alors qu'il y a tellement d'enfants à travers le monde, hein, que ce soit même en Europe, à notre échelle, même en France,
qui ont besoin d'être adoptés et qui ne peuvent pas l'être parce que c'est très compliqué. Il faut avoir certains revenus, il faut être dans une... Voilà. Et donc je me battrai jusqu'à vitam aeternam pour la PMA, Merci pour toutes Julie. ces personnes. Voilà. C'est beaucoup plus clair. J'aimerais revenir sur un fait de 2019. Apparemment, tu aurais passé 22 heures en garde à vue il y a 2 ans suite à un accident ouais, de ouais. scooter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé que j'étais dans une rue, et je vais dire où, j'étais avenue Georges V en train de passer avec mon 2 roues, et il y avait des travaux sur un hôtel, donc il y avait plein d'échafaudages, etc. Je ne voyais pas ce qui se passait à ma droite. Donc je m'avance suffisamment pour voir, ça c'est dans le code de la route, je m'avance suffisamment pour pouvoir apercevoir, je ne vois rien, je passe. Un Uber, donc un VTC arrive, on a un accrochage. Rien de dangereux, je suis déportée, et je m'arrête, dès qu'il n'y a plus de voiture sur ma droite, je m'arrête le plus tôt possible. Pas de danger, pas de dégâts matériels, pas de dégâts physiques, j'ai eu un bleu sur la jambe, mais c'est tout. Et une voiture de police arrive en trombe. Délit de fuite, délit de fuite, délit de fuite, 2 mecs qui sortent, délit de fuite, délit de fuite, délit de fuite. Et ils me disent garez le scooter, mais ils me criaient dessus. Moi j'avais le casque, j'entendais rien, mais c'était surréaliste. Et, et on arrive au bout de l'avenue Georges V, donc presque au champ. Les gens commençaient à filmer et tout, tellement ils hurlaient délit de fuite. Et je dis mais vous êtes un grand malade, j'ai pas fait un délit de fuite, c'est moi qui me suis fait taper. Enfin, Bah oui, t'es victime. je me suis arrêtée le plus tôt possible. Je vais pas non plus me mettre en autre danger. Je suis déjà, j'ai été sous le choc, bah bref. Et c'est parti en vrille. Et le problème, c'est que je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas assez de... Tu vois, De self-control, mais j'avais pas assez de self-control en pour... même temps, tu viens de vivre un événement qui te Bien sûr. traumatise sans le savoir. Et du coup, il me dit, bah écoute, on va t'emmener au poste et ça va peut-être te calmer. Et j'étais avec une amie sur le scooter. J'étais avec une copine, on est allés toutes les deux au poste. Déjà, j'arrive, on me dit, ça sent la drogue, non? Et il me regarde. La dame qui était derrière, à l'accueil du commissariat de police, du 8e du coup. Et je dis, bah écoutez, vous êtes mal tombé, je ne bois pas, j'ai jamais fumé un joint de ma vie. Donc franchement, c'est pas chez moi que vous allez trouver de la drogue. Mon amie part parce que du coup, elle n'était pas conductrice, et eux, ils me gardent. Et si je te jure sur ma vie, Sam, on m'emmène dans une salle, on me demande si j'ai des piercings et tout. Je dis oui, déjà trop bête. Je dis oui, j'enlève tous mes piercings, des piercings au téton et tout. Et on me laisse dans cette salle, et une femme revient et me dit, vous avez fait Secret Story, non? Je dis oui, alors? Ça change quoi? Je vais avoir une cellule de luxe ou je vais sortir? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, c'est pour savoir, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que vous auriez dû mieux me traiter? Ou plus mal? Ou je comprends pas. Écoute, à ce moment, j'avais un traitement à prendre. Rien de très grave, mais j'avais un traitement à suivre. On me met en cellule. En cellule, on est 3. Il y a déjà 2 nanas qui sont là depuis plus de 18 heures. Couchées par terre. Je lutte, sans déconner. Hein. Je lutte parce que c'est des cellules où il y a eu certainement des vomis, des bagarres, de l'alcool, bref. Je lutte pour pas vomir pendant un quart d'heure. Bref, je passe une grosse partie de la nuit comme ça, et en fait, en garde à vue, t'attends que ton avocat commis d'office, parce que déjà, il te demande, est-ce que t'as un avocat? T'es entendu, tu remplis un petit papier. Je dis oui, mais il faut me redonner mon téléphone, que je puisse prendre le numéro, je connais pas par cœur. Ah bah non, bah on vous en met un commis d'office. Je dis, mais enfin, j'ai un ami qui est avocat, je peux juste récupérer le numéro sous vos yeux? Non. Donc t'as un avocat commis d'office. Mon avocat commis d'office ne s'est jamais pointé. C'est-à-dire qu'un avocat commis d'office, de nuit, c'est comme un médecin de garde. Et des affaires, voilà. Il est jamais venu me représenter. Voilà. Ensuite, ça passe en jugement et le juge décide. Et il confronte la version du policier et ma version. Donc le policier, évidemment, hein, j'ai mal parlé, outrage à policier, etc. Franchement, pour 22 heures de garde à vue, j'aurais dû lui mettre une gifle parce que au moins ça aurait été mérité, tu vois, une grosse gifle. Mais policier ou pas policier, hein, c'est-à-dire toute personne, moi je les traite pareil. Voilà. Et donc, quand tu dois prendre un médicament, on te menotte, on te met dans une voiture et on t'emmène. Il y a dans certains hôpitaux à Paris, des succursales spéciales prison. Donc tu vois un médecin, mais c'est pareil, c'est des cages, j'allais dire, mais c'est presque ça, hein, des cellules. Tu attends, tu vois ton médecin, tu remets en cellule, après ils reviennent, ils te retransportent. Bref. Et je te jure, dans la voiture pour me transporter à cet hôpital, 2 personnes, une nana à l'arrière avec moi et un mec à l'avant. Mais vous avez fait Secret Story, non? Et ils m'ont fait faire plusieurs tours de voiture pour que je leur parle de Secret Story. Pardon. Incroyable. Surréaliste. Mais au final, est-ce que tu estimes que ce sont des abus policiers que tu as vécu? Ah bah oui. Quand le lendemain tu sors, il est 8h et qu'en fait on te dit mais du coup c'est quoi les poursuites? Est-ce que... Rien du tout. C'était gratuit. 22 heures gratuites. On m'a mis 22 heures parce que 24 heures après tu peux plus. S'il n'y a pas de poursuite judiciaire, tu ne peux plus. On m'a mis 22 heures le maximum pour rien. Gratuit.
Et le mec, et quand t'as le relais, attends, tu vas être choqué. Quand t'as le relais de l'équipe de nuit que de l'équipe de jour, je sais pas exactement comment le roulement fonctionne, nouvelle équipe qui arrive, il me regarde, ils étaient prêts à me détacher et que je puisse partir. Et il dit ah, c'est le ramadan, vous avez vu la tête du client, elle est pas pareille. La tête du client. Mais c'est quoi? C'est genre impressionnant. Pour dire, en gros, vous avez vu, c'est ramadan, il y a moins d'arabes. Mais c'était surréaliste. Je suis sortie tellement énervée. J'ai appelé un avocat, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire, mais on peut rien faire. Si, tu peux contacter l'IGPN, mais bon, après, c'est la police des polices, donc en fait, c'est la police qui juge Voilà, la police. après, c'était un truc sans fin, je t'avoue, moi, j'étais pas... Mais impressionnant. J'ai pas été maltraitée physiquement, même si c'est pas agréable de dormir par terre et pendant 22 heures et d'avoir à peine d'eau et un biscuit, tu vois. Mais c'est très grave. C'est grave parce que propos racistes, une heure de parlotte sur Secret Story alors que t'es censé m'emmener prendre un médicament et que j'ai des menottes. En fait, j'ai des menottes comme une criminelle. Enfin bon, impressionnant. Il y a malheureusement des personnes qui vivent ça Et les articles qui au sortent le quotidien. Et puis attends, mais d'où sortent les articles? Qui a dit que j'avais fait de la garde à vue? Est-ce que moi... Alors du coup, quand le premier article sort, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai dit oui, j'ai fait de la garde à vue. J'ai pas dit plus pour pas, tu vois, me porter préjudice. À ce moment-là, je discutais encore avec mon avocat pour savoir ce qu'on pouvait faire. Avocat que j'avais pas pu appeler, tu sais. Et les articles sont sortis, mais je me dis, mais qui a dit que j'avais fait de la... Enfin, qui? Eux, peut-être. Parce que pas moi, en fait. Tu vois, c'est pas moi, quand je suis sortie, ils disaient, je sors de garde à vue, bonjour, tu vois. Voilà, mais 22 heures, c'est chaud, hein. Je déconseille. Bah merci Julie. Quel plaisir de papoter avec toi, de prendre de tes nouvelles. Bah ouais, ça fait bizarre, ça fait ça fait plaisir de très te longtemps. voir comme ça. Moi, te voir enceinte, ça me fait bizarre. Ça te va très bien. Merci. Voilà. Moi aussi, ça me fait bizarre. Hein. Bah je me doute. T'imagines, je tenais des discours, j'aurais pas d'enfant. Tu vois. Moi, je D'accord. m'imaginais à Brooklyn avec 6 chats et à manger des plantes, tu vois. Et bah, comme quoi, on évolue et on peut penser différemment comme quoi, aussi la vie, dans la vie. elle est surprenante. Julie, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Twitter, c'est _, Julie Robert _. Ton C'est compte ça. Instagram, c'est _, Julie Robert _. Enfin, Twitter, j'y suis pas du tout. Hein. D'accord, donc on s'en fout de Twitter. Ouais. Donc Instagram, _, Julie Robert Voilà, _. Instagram. Il y a TikTok, il y a Snap. Alors écoute, j'ai créé un TikTok. Bravo. Mais je manipule pas encore le truc. Mais c'est le même truc qu'Instagram. Bon, et ben on va aller voir ça de très près. Merci Julie, merci à vous Je pour vous votre embrasse fidélité. et merci à toi, J'espère que mon vous avez Sam. passé un très bon moment avec nous. Moi, ce fut le cas. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et on reste positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait véritablement avancer dans la vie. Bye bye.